Et si la perfection en réalité n'était qu'une prison? Aujourd'hui, on va explorer une histoire de loyauté absolue face à un bonheur qui a été imposé. Une histoire où le destin est un choix et pas simplement un cadeau qu'on reçoit. C'est vraiment la question qui est au cœur de tout ce récit. Imaginez un peu, une vie sans le moindre conflit, sans aucun devoir, juste du succès, du bonheur. C'est une offre qui a l'air irrésistible, non? Sauf que ça cache un piège. Et justement, 3 guerriers vont se retrouver face à ce choix impossible. Alors, tout commence avec une défaite. On a 3 généraux de l'empereur Poséidon, Bayan, Io et Isaac, qui subissent une attaque. Mais ce n'est pas une attaque qui les anéantit, non, au contraire. Elle les projette vers un destin complètement, mais alors complètement inattendu. La technique de leur adversaire, Énée, est d'une subtilité redoutable. Le but n'est pas de les anéantir, mais de leur offrir une sorte de rédemption forcée. Tout leur passé de guerrier est effacé et ils sont réimplantés 13 ans en arrière, dans une vie pacifique. Alors est-ce une chance de tout recommencer ou bien une condamnation à l'oubli? Et dans ce nouveau monde, tout est différent. La menace même qui donnait un sens à leur existence, elle a été éradiquée à la racine. Le sanctuaire d'Athéna, leur ennemi de toujours, a lui aussi connu une histoire totalement alternative. La différence, elle est frappante. Dans leur réalité à eux, le sanctuaire était rongé par la trahison, ce qui préparait l'éveil de leur maître, Poséidon. Mais dans ce nouveau monde, la tentative de meurtre d'Athéna a échoué, le traître a été éliminé, et c'est un homme juste qui dirige le sanctuaire. Et la conséquence de tout ça, elle est radicale. Poséidon ne s'est jamais réveillé. Du coup, leur raison de se battre, leur mission sacrée, a tout simplement été effacée. Alors que deviennent ces redoutables guerriers dans un monde sans guerre? Eh bien, ils reçoivent des vies de rêve, des existences qui, sur le papier, sont parfaites. Sauf que cette perfection, elle a un goût de cendre. Prenons Bayan, par exemple. On le retrouve à Vancouver, c'est l'adolescent modèle. Il est excellent en cours, c'est la star de l'équipe de natation, il est populaire, il a une petite amie, et il a même une offre pour aller à la prestigieuse université de Cambridge. Bref, sur le papier, sa vie est une réussite totale. Mais, et c'est le point crucial, malgré cette façade parfaite, il y a quelque chose qui cloche. Un vide à l'intérieur, un sentiment que tout ça est faux, que c'est creux. Cette paix, ce bonheur, ça ne lui appartient pas vraiment. C'est une cage dorée. De l'autre côté du continent, à Santiago, le destin d'Io est assez similaire. Il mène une vie simple mais heureuse. C'est un fils de pêcheur qui est devenu un joueur de football très prometteur. Il connaît l'amitié, la rivalité, les joies et les peines d'une jeunesse tout à fait normale. Et tout comme Bayan, il ressent ce même malaise, un truc inexplicable. C'est ce sentiment tenace d'avoir commis une trahison. Pas envers quelqu'un d'autre, non, envers lui-même. C'est l'écho de leur véritable nature de guerrier qui refuse de se taire. Cette existence si paisible mais si dérangeante est sur le point de voler en éclats. Un souvenir, une simple image, commence à percer le voile de l'illusion et ça va les appeler à se souvenir de qui ils sont vraiment. Alors qu'ils sont séparés par des milliers de kilomètres, qu'ils vivent des vies complètement différentes, Bayan et Io vont pourtant partager exactement la même expérience étrange. C'est le signe que leur lien transcende cette fausse réalité. Tous les deux près de l'eau, Bayan en méditant, Io en nageant, ils voient la même silhouette éphémère. Une sirène. Une vision qui n'a absolument aucun sens dans leur vie actuelle, mais qui résonne avec une force assourdissante au plus profond d'eux-mêmes. Et là, c'est le point de rupture. Cette sirène, ce n'est pas une illusion. C'est Thétis, une autre générale de Poséidon, leur sœur d'armes. Son image, c'est la clé qui fait voler en éclats leur prison mentale. D'un seul coup, les souvenirs refont surface et tout le mensonge s'effondre. Avec leurs souvenirs restaurés, Bayan et Io ne sont plus des adolescents. Ils redeviennent les généraux de Poséidon. Et c'est là que leur ravisseur, Énée, réapparaît pour leur poser un ultimatum. Accepter cette paix ou embrasser de nouveau leur destinée. Leur réponse est instantanée, viscérale, il n'y a aucune hésitation. Pour eux, ce n'est pas une offre de paix, c'est une insulte à leur identité. Ils rejettent cette vie factice avec mépris, ils réaffirment leur allégeance à leur Dieu, et ils exigent de retourner à leur véritable place, sur le champ de bataille. Cette phrase, elle résume parfaitement leur philosophie. Ils préfèrent une vie de sacrifice au service d'une cause qu'ils estiment juste, plutôt qu'une vie de bonheur complètement vide de sens. Pour eux, punir ce qu'ils voient comme l'arrogance des humains, c'est leur véritable but, et ils l'acceptent pleinement, même si ça signifie la souffrance et la mort. L'histoire de Bayan et d'Io se conclut donc par ce choix radical, la loyauté avant le bonheur. Mais une question reste en suspens. Le 3e guerrier, Isaac, a lui aussi reçu ce cadeau. Est-ce que, comme ses frères d'armes, il a rejeté la paix? Ou est-ce qu'il a choisi de rester dans la cage dorée? Le mystère reste entier.